Bonjour et bienvenue dans ces causeries du sport. Nous sommes heureux de retrouver aujourd'hui Éric Lacroix. Bonjour Christophe, très heureux aussi de vous retrouver. Alors Éric Lacroix, il n'est plus nécessaire de vous le présenter. Éric Lacroix qui est un grand spécialiste de la préparation physique, du trail, grand champion aussi, qui a fait des exploits d'une certaine façon, et puis qui est aussi directeur du service des activités physiques et sportives de l'Université de La Réunion. Alors Éric Lacroix, eh bien depuis maintenant quelques épisodes, nous avons lancé et vous avez proposé une série sur l'expérience corporelle avec des épisodes qui ont été développés déjà. Vous nous avez expliqué un certain nombre de choses, notamment le premier épisode qui était consacré et qui donc l'intitulé était Né pour bouger. Donc vous aviez développé cette partie. Et puis ensuite, qu'est-ce qui nous pousse à faire du sport ? Vous aviez développé une partie aussi dans la causerie, l'épisode 3, sur la vulnérabilité que nous avons tous en tant qu'êtres humains et la prise de conscience que nous devons avoir de cette vulnérabilité et de nos fragilités. Et puis enfin, les fatigues qui sont entraînées notamment dans les sports extrêmes, puisque là, vous êtes vraiment là-dessus confronté à cela dans le cadre des personnes que vous accompagnez pour ces préparations physiques. Alors, nous attaquons donc maintenant l'épisode 5 qui sera consacré toujours dans le cadre de l'expérience corporelle à cette question de pourquoi vouloir se dépasser et les addictions sportives ou décélération, donc des questions que vous proposez à nos auditeurs, des questionnements effectivement un peu énigmatiques. Qu'est-ce que vous voulez aborder dans cette causerie ? Eh bien, en fait, on parle d'expérience corporelle, donc tout est imbriqué. Vous avez cité les 4 premières causeries, notamment sur le fait de survivre, se nourrir, se reproduire. On est vraiment sur la survie, et puis l'idée de bouger. Et en même temps, on est sur une pratique sociale, c'est-à-dire on est aussi maintenant sur une pratique sportive, qui est une pratique sociale, une pratique compétitive. Et les questions, effectivement, sont reliées, parce qu'on a vu aussi dans certaines causeries, notamment aux neurotransmetteurs, aux déclencheurs. Moi, j'aime beaucoup aussi parler de neurosciences, et notamment, on va en parler justement dans cette causerie, parce qu'il y a des choses des éléments qui vont déclencher certains process, certains comportements, et notamment dans la pratique sportive. Donc, d'où ces questions. Parce qu'à un moment donné, on parle de dépassement, mais à vouloir se dépasser, on peut se perdre aussi de vue. C'est ce que moi j'évoque aussi dans certains coachings, dans certains accompagnements. Et puis aussi cette notion à définir, et vous l'avez aussi défini, je crois, dans certaines causeries, sur l'addiction. Mais là, on est dans l'addiction sportive qui va même dans le versant de la dépendance. Et on pourrait mettre ou décélération, mais ou décélération. Donc, Alors, addiction et dépendance, effectivement, vous rappelez que nous avons des causeries aussi en santé, où nous abordons ces questions d'addiction dans le cadre d'une série sur l'addictologie. Et donc, nous engageons nos auditeurs à aller regarder aussi ces causeries qui viennent compléter ce que vous allez nous présenter ce matin. Alors, les addictions, on peut donc être addict en pratiquant le sport. Oui, dépendant. Oui, alors en fait, c'est une sorte de cercle. Alors, on va dire ce qui peut être vertueux, qui peut être aussi vicieux, c'est-à-dire ce cercle de phénomènes de dépendance à l'effort, parce que on est tous addicts, en fait, quelque part, parce qu'il y a ce qu'on appelle, on le verra dans la diapo suivante, le circuit de la récompense. Mais, vous voyez, la phrase qui est donnée, c'est-à-dire le sport qui est pratiqué de manière répétitive, en fait, empêche une sorte de pensée douloureuse. On va sur un côté un peu méditatif, on est au niveau du cerveau, et en fait, on est un peu anesthésié. Pourquoi ? Parce que, quelque part, vous voyez, on est drogué aux endocannabinoïdes, aux endorphines et à la dopamine. C'est-à-dire que, progressivement, l'entraînement régulier, il y a une production d'hormones, comme vous le voyez, une libération d'endorphines qui provoque le bien-être. Au bout du compte, il y a aussi une stimulation des neurones dopaminergiques dont on va voir dans la prochaine diapo, et puis cette sensation de plaisir. Et au bout du compte, cette sensation de plaisir ramène toujours à une notion de désir. Parce qu'en fait, si vous mangez du chocolat pour la première fois, vous avez le désir de manger du chocolat, vous allez avoir du plaisir à manger ce chocolat, mais finalement, vous allez vouloir le réitérer. Et vous allez chercher ce premier plaisir, mais vous ne le retrouverez jamais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement ce phénomène de dépendance. On n'est jamais satisfait complètement et on va aller chercher
plus et toujours plus. D'où ces notions de bigorexie que vous voyez, c'est-à-dire bigorexie, ça a été un peu un terme un peu galvaudé, parce qu'en fait, bigorexie, c'est-à-dire vouloir devenir toujours plus gros, et en fait, ça a été plutôt les salles de muscu, les gens qui faisaient du bodybuilding, qui avaient ces symptômes de bigorexie, c'est-à-dire vouloir avoir un corps de plus en plus gros, de plus en plus fort, etc. Presque difforme dans certains cas, des fois, ça Exactement, on va aller chercher cette notion finalement de plaisir au corps, de devenir le plus beau, le plus gros, le plus costaud. Le plus gros, peut-être pas, le plus costaud en tout cas. Mais le plus en fait, musclé. voilà. Et en fait, on l'a dans les médias, on parle souvent de ce terme de bigorexie, mais en fait, il faudrait plutôt parler de dépendance à l'effort. Parce que c'est vraiment, à un moment donné, ce phénomène d'addiction qui est normal, mais après, c'est cette dépendance qui pourrait entraîner un certain cas pathologique, en fait. Alors, c'est vrai que nous sommes, et il est recommandé de faire du sport, de bouger, ça vous l'expliquez bien dans la première causerie, nous sommes nés pour bouger, mais si nous pratiquons de façon extrême, à ce moment-là, on rentre dans un cercle qui peut être vicieux et qui peut emmener à se détruire. Oui, en fait, c'est le paradoxe en fait, de cette discussion et de cette causerie, c'est qu'à un moment donné, on le dit, le sport, on est né pour bouger, c'est très important d'en faire. Parce que ça apporte énormément de bien, notamment sur la santé physique et la santé mentale. On l'a vu dans les précédentes causeries. Par contre, finalement, dans cet aspect compétitif, à outrance, c'est-à-dire ce circuit de la récompense qui est donné, ce plaisir à outrance, peut apporter aussi un certain cas pathologique de la dépendance. Alors, ce circuit de la récompense, on va y venir, vous allez parler d'hormones, mais justement, est-ce qu'on en a parlé dans la causerie, l'épisode 2, et donc nous renvoyons vers l'épisode 2, vous rentrez dans le détail sur l'explication, mais est-ce qu'on pourrait faire un petit rappel, justement, sur ces hormones du bien-être ? Alors, les 4 hormones, on va dire, les principales, c'est effectivement la sérotonine, l'ocytocine, les endorphines, et puis aussi la dopamine qu'on va voir ici. Voilà. Alors, avant de démarrer sur la dopamine, très très important, les 2 hormones aussi qu'on ne cite pas là sur le circuit de la récompense, c'est finalement le comportement et le profilage un peu addictif qu'on peut avoir. C'est-à-dire, on va être plutôt sérotoninergique ou ocytocinergique. Je vous rappelle, la sérotonine, c'est celle qui permet de s'affirmer, de finalement montrer qu'on existe, qu'on a de la reconnaissance. On va rechercher de la reconnaissance. La recherche de reconnaissance. Exactement. Là, on est vraiment sur un profil sérotoninergique. Le profil ocytocinergique, c'est celui qui va vouloir être un peu plus aimé. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. C'est le côté social. Exactement, d'aller chercher du lien social. On va aller chercher finalement chez l'autre une sorte de reconnaissance, d'être aimé, etc. Mais pas le besoin de reconnaissance, on va dire, purement social. C'est plus de l'amour, c'est plutôt la reconnaissance sociale. Et c'est très important ce que j'évoque, parce qu'on a des profilages qui vont avoir tendance justement à aller chercher plutôt le désir de reconnaissance ou le désir un peu d'être aimé. Mais sommes-nous tous, alors c'est une question, sommes-nous tous égaux par rapport à ces addictions ou dépendances au sport J'imagine que c'est... Ça, c'est une question effectivement très très importante et finalement assez difficile et délicate, parce que on pourrait justement définir par rapport à ces profilages justement la recherche dopaminergique. C'est là où ça va être intéressant, c'est-à-dire que l'être humain aussi, il est fait pour survivre, on l'a vu, mais il doit s'adapter. Et il est obligé de s'adapter justement pour survivre. Donc l'adaptation aussi, c'est aussi avoir des comportements, et on peut changer dans notre vie de comportement. En avoir conscience, comme disait Spinoza, il disait il suffit pas de vouloir pour faire, il faut comprendre. Et ça, dans les causeries, c'est très très important. Donc comprendre en fait ce circuit de la récompense. Et parfois, le sportif ne le comprend pas, ce circuit de la récompense, c'est-à-dire qu'il est tout à fait normal. C'est-à-dire on va aller chercher du plaisir et poser la question à n'importe qui va faire le grand raid ou une course, on va dire des grands raids, il va dire je vais aller chercher, je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir, donc ce fameux circuit de la récompense. Exactement. Alors quand on parle de circuit de la récompense, de quoi parle-t-on finalement ? Rapidement, si vous regardez le schéma, ce qui est important, c'est le premier, c'est le côté du wanting, c'est-à-dire le côté, on va dire, du désir. Ici, vous voyez sur le petit numéro 1, le désir c'est le wanting en fait.
j'ai vraiment envie de faire, de tendre vers ça, d'aller chercher vers ce carré de chocolat. Et après, en fait, quand l'action est accomplie, c'est le liking. Et alors, ce qui est important ici, dans ce petit schéma-là, c'est finalement le côté... alors, je me suis mis ici, c'est le côté vous voyez, du cerveau, notamment sur le noyau accumbens, et l'aire tegmentale ventrale. Les deux sont très, très importantes. C'est vraiment celles qui vont amener ce circuit dopaminergique. C'est-à-dire, il y a une entrée par l'aire tegmentale ventrale qui va amener ce côté du désir, qui va pousser après vers le liking, c'est-à-dire le désir d'aller vers ce côté du plaisir, d'aller chercher ce plaisir, et finalement vont amener des circuits dopaminergiques et énormément de dopamine. Donc ça on a pu l'observer avec de l'imagerie médicale. Il y a eu des tests faits sur les sportifs. Les recherches scientifiques, notamment dans les neurosciences, vous tapez finalement sur Google, hein, même d'un point de vue recherche scientifique, hein, vous allez chercher sur le circuit de la récompense, vous allez trouver un peu partout. C'est-à-dire effectivement ce circuit. En fait, là, on est sur le système limbique. Hein. Alors c'est un circuit de la récompense, on le retrouve beaucoup dans toutes les approches comportementales aussi. En fait, c'est le circuit du système limbique, c'est-à-dire notre premier cerveau qui était là pour survivre. On revient à cette notion de survie. C'est-à-dire que pourquoi on a ce système dopaminergique ? Parce que si on ne l'a pas, on n'allait pas chercher à se nourrir, à aller se reproduire, donc on n'est pas dans la survie. Donc notre cerveau limbique a été fait de telle manière qu'il nous permet de nous motiver d'aller chercher finalement de la récompense et d'aller chercher par exemple de la nourriture. Donc c'est une récompense personnelle dans le cadre de la pratique individuelle d'un sport par exemple. On a le désir d'aller pratiquer, puis après on sait que ça va nous faire du bien. Et puis au final ça se concrétise par la production d'hormones, tout ça. Exactement. Donc cette production de dopamine, alors elle peut être, alors on va aller pas trop loin dans les connaissances, mais elle peut être soit mésolimbique, soit nigrostriée. C'est-à-dire mésolimbique, c'est je vais aller chercher un carré de chocolat rapidement. La nigrostriée, c'est vraiment, on parle même là de volonté. C'est-à-dire on a vraiment, on parle même, il y a des recherches actuelles qui parlent de dopamine à effet lent. C'est-à-dire ça y va petit à petit. C'est-à-dire il y a dans le cerveau il y a finalement un process plus lent qui se met en place pour aller vers cette motivation. Mais ce qui est très important, et pour résumer, c'est que ce circuit de la dopamine, si on le comprend, c'est qu'à un moment donné, on va toujours aller chercher finalement du plaisir. Et en fait, on revient toujours au désir, plaisir, et puis finalement, qui est lié aussi à des endorphines. Et on l'a vu, des endocannabinoïdes. Et donc ces hormones-là aussi, elles ont d'autres conséquences, notamment par rapport à la douleur physique, parce que le sportif de haut niveau, on parlait de sport extrême, bien souvent lorsqu'il a ces hormones-là, il ne sent plus la douleur. Exactement, c'est-à-dire qu'on est un peu, finalement, le sportif à des doses extrêmes et un peu comme un drogué. C'est-à-dire il va chercher en permanence sa drogue d'endocannabinoïdes, c'est un dérivé quand même du cannabis. D'ailleurs, le cannabis qui est utilisé en pratique thérapeutique pour les douleurs. Hein, Tout à fait. Mais le fait d'aller courir, pourquoi ? Parce que la course provoque des petits chocs, des micro-traumatismes. La marche, un peu moins. Mais dès l'instant où vous faites des efforts longs avec des petits chocs, vous allez produire finalement des endomorphines, des endocannabinoïdes et plein de molécules pour vous protéger, pour protéger votre organisme. Très bien. Alors donc, addiction et dépendance, ça c'est vraiment, on le comprend, un circuit de récompense. Alors vous proposez aussi toute une revue de littérature sur ces questions. Oui, alors finalement c'est pour vous montrer aussi que on parle beaucoup dans la préparation mentale des facteurs psychologiques dans les sports d'endurance. Et vous le voyez, on parle de force mentale, de résilience, de passion, etc. Après, ce qui est très très important, et d'ailleurs si les étudiants regardent, vous voyez, on est moins, il y a moins de volants sur le versant de l'addiction et de la dépendance. Je sais, il y avait VLA qui avait travaillé là-dessus, mais il y a tout un pan sur lequel aussi il est très important de bien comprendre les facteurs psychologiques. C'est-à-dire on parle effectivement de facteurs, on va dire, positifs, c'est-à-dire le comment, mais l'addiction et la dépendance, en fait, pose aussi la question du pourquoi. Et ça semble aussi intéressant, à un moment donné, sans aller dans un versant trop psychanalytique, psychologique, approfondi, mais quand même
on parle beaucoup du comment, c'est-à-dire comment gérer ses émotions, comment gérer le stress, le coping, faire face, etc. Mais à un moment donné aussi, il faut se poser ces questions. Moi, je m'engage là-dessus aussi, à travailler aussi là-dessus, vraiment sur ce versant de cette addiction et de la dépendance. Alors, sur ce pourquoi, d'ailleurs, qui a été abordé dans la causerie épisode 2, donc là, vous avez quand même choisi une image, Éric Lacroix, qui est quand même un peu choquante, parce que là, vous présentez des jambes qui sont effectivement d'un sportif, j'imagine, qui a été un petit peu trop loin. Qui sont quand même bien. On voit à quel point, finalement, ce comportement peut amener à l'autodestruction. Ouais, comme vous pouvez le voir, c'est une image de cycliste. On voit les marques de bronzage du cuissard, du cuissard, et vous voyez l'extrême sécheresse des muscles. Hein, c'est-à-dire, on dit on est sec, on est affûté, et on voit bien qu'il y a. Alors, on parle maintenant de régime cétogène, on va prendre des corps cétoniques, hein, l'entraînement, etc. On va loin, en fait, dans le process, vous voyez, alors on n'est plus trop dans l'addiction, dans la dépendance, mais comme ce sont des sportifs professionnels, voilà, il y a toute une logique autour de ces facteurs psychologiques dans les sports d'endurance qui peuvent aussi provoquer, entre guillemets, à l'avenir aussi quelques dégâts. Alors, voilà, quelques dégâts, donc des situations à risque dans la pratique sportive dont vous allez maintenant nous parler. Oui, en fait, on l'a vu avec cette photo, finalement, il y a des situations à risque parce qu'on imagine ce cycliste qui, à un moment donné, ne peut plus, vous voyez, il a une blessure avec une immobilisation. Ça se pose aussi dans tous les sports, notamment, quels qu'ils soient, notamment de haut niveau, mais pas que. Même dans le sportif lambda, on voit bien que la première règle, c'est de ne pas se blesser, parce qu'on immobilise et en fait, on ne peut plus bouger. Donc, c'est vécu un peu comme une trahison du corps. Mais on a aussi un deuxième critère, c'est la non-sélection, par exemple, à une compétition importante dans le sport, notamment de haut niveau. Et la fin de carrière qui est aussi prise un petit peu comme une petite mort. Et finalement, les phénomènes d'addiction et de dépendance, d'aller rechercher du plaisir, si on ne les retrouve plus dans la pratique sportive, il y a, je crois, une étude à l'INSEP qui a été faite là-dessus, c'est-à-dire qu'on voit des personnes, des sportifs de haut niveau qui deviennent très dépendants à d'autres modes de dépendance. C'est ça, c'est qu'en fait, ils compensent par autre chose. Exactement, ça, l'alcool, la cigarette, la nourriture, qui peuvent être justement vont compenser ce manque de plaisir, donc le désir d'aller chercher quelque chose, le désir d'aller chercher du plaisir, il va être compensé dans d'autres aliments. Et on le voit bien sur la dépendance, hein, elle amène non pas que la libération d'endorphines et de bien-être, hein, mais il y a aussi ce souci finalement du constat de modification corporelle. Parce que quand on va faire du sport, et notamment on peut voir des changements, on parlait de bigorexie tout à l'heure, et un gros travail aussi à faire sur l'estime de soi. C'est-à-dire l'image que l'on a de soi-même. Et en fait, quand un sportif est en fin de carrière, l'estime de soi peut aussi complètement chuter, puisque il est plus, on parlait tout à l'heure de sérotonine, ou d'ocytocine, il n'est plus soit finalement considéré, voilà, il a plus besoin, il a plus ce désir de reconnaissance ou d'être aimé. Donc ça pose problème. Et vous le précisez d'ailleurs, hein, ça concerne aussi bien les sportifs de haut niveau que les sportifs occasionnels, amateurs, qui peuvent effectivement très très mal vivre une blessure et donc l'arrêt de la pratique sportive. Oui, on le voit bien ici, hein, d'un point de vue local. Nous, on travaille sur les courses du Grand Raid notamment, et ça peut provoquer aussi des comportements. On va dire, je ne vais pas juger sur le côté déviant, mais c'est vrai qu'ils sont des comportements qui ne sont pas forcément adaptés, c'est-à-dire la prise de conscience à un moment donné très importante de finalement des objectifs principaux dans sa vie et finalement on oublie la famille, on oublie le travail, etc. Alors oui, justement, quelles sont les conséquences de cette dépendance à la pratique sportive ? Alors les conséquences, ils sont de 3 types, hein, et je vous ai fait une petite diapo par rapport à ça, c'est-à-dire avec un petit dessin de Devos et des bulles que je salue d'ailleurs, Mathieu Fourrichon. Sur le plan physiologique, vous voyez, c'est souvent un amaigrissement, hein, parfois extrême, mais surtout, on parle de surentraînement et notamment cet impact sur l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre finalement du corps, l'adaptabilité du corps, physique, mental, etc., dans son environnement.
et la fragilité immunitaire, justement. Alors, on peut avoir des maladies, des infections régulières de certains sportifs. Aussi des performances, vous voyez, qui sont très aléatoires. On se prépare et puis finalement, hop, il arrive quelque chose dont on n'avait pas prévu. Et ça va aussi altérer, en fait, sur le plan psychologique, puisque, vous voyez, il peut y avoir aussi des incidences, et notamment une asthénie, c'est-à-dire vraiment une fatigue mentale. Donc, on parle non pas de burn-out, parce qu'on peut en parler aussi sur le plan psychologique, c'est-à-dire que le sportif va trop loin, il en fait trop, mais il peut aussi vouloir à un moment donné arrêter parce qu'il y a une certaine lassitude. Ouais. Voilà. Et nous, en tant que préparateur, coach sportif et préparateur mental, on a des outils maintenant pour travailler sur le ressenti d'effort. On y reviendra peut-être dans d'autres causeries. Sur le plan social aussi, il y a, vous voyez, cette notion d'isolement. Donc, la crise Covid a quand même fait de l'isolement, mais chez le sportif, notamment, justement, comme il est très très fatigué, comme voilà, il voit que son atteinte, finalement, sérotoninergique, ocytocinergique est attaquée, il va s'isoler. Les conséquences, d'ailleurs, vous parliez effectivement de la période que nous venons de traverser, avec cette période de confinement, cette période où les pratiques sportives étaient impossibles, ont certainement eu des conséquences. Du coup, vous avez observé ce type de conséquences chez des sportifs pratiquants plus que réguliers? Oui, on l'a bien vu qu'ils ont vraiment été finalement atteints par rapport au fait qu'ils ne pouvaient plus faire de compétition. Donc, quelque part, le lien social d'être aimé est enlevé et la reconnaissance d'un point de vue sportif est enlevé. Donc, il est normal qu'à un moment donné, on se retrouve sur un point de vue non plus attractif, mais aversif de la personnalité. Et donc, un stress a pu se mettre en place parce qu'en fait, on a tous, quelle que soit la personne, qui soit sportive de haut niveau ou pas, besoin d'être aimé ou d'être connu. Donc là, on parle d'excès, les excès qui peuvent conduire finalement à des effets inverses à ceux recherchés dans la pratique sportive. Oui, alors là, justement, on l'avait vu dans une discussion aussi précédente, mais dans une causerie précédente, notamment sur le versant hormonal. On l'a évoqué en début de causerie. Mais ce qui est très très important, c'est de vous évoquer aussi la possibilité, justement paradoxale, de faire, par exemple, des épreuves longues, comme l'ultra-trail. Et notamment, c'est un chercheur qui s'appelle Romain Rochdy en STAPS qui a fait ressurgir un petit peu cette notion. Il a pris comme exemple d'ailleurs Hartmut Rosa sur le côté de la décélération et de l'accélération de notre société. Donc aliénation et accélération. Hartmut Rosa parle de ça, c'est-à-dire qu'on est dans une société en perpétuelle compétition. Mais compétition, il faut aller plus vite et cette notion de temps diminue. Notre temps de sommeil diminue. Notre temps finalement de réflexion diminue parce qu'on est toujours occupé en fait. Et l'entraînement aussi peut devenir comme ça. Sauf qu'il y a un gros paradoxe, c'est que dans la course à pied d'ultra-distance, finalement, on va se retrouver 20 heures, 30 heures, 40 heures, voire 60 heures dans le sentier. Donc il y aurait aussi cette possibilité de décélération, finalement, de se retrouver dans les sentiers sans son portable, sans avoir de pression autour de soi sociale, mais en même temps en mettant du lien social, parce qu'on se retrouve avec d'autres athlètes dans le sentier, et le besoin d'être reconnu aussi, parce qu'on va, à l'arrivée, à gagner la médaille, et au niveau émotionnel, toute sa famille autour. Donc il y a un gros paradoxe, vous voyez. Puis la connexion à la nature aussi. Parce que exactement, donc cette contemplation possible, cette connexion, on rappelle les termes qu'on avait vus dans une causerie sur le côté hédoniste, je vous rappelle le côté contemplatif hédoniste, le côté performatif et puis le côté de la résilience. Mais en fait, c'est un peu comme, voilà, il est mentionné, enfin, le mentionne Paul Lyonnais, vous voyez, ce syndrome que je sais que vous aimez beaucoup sur les alpinistes, qui est le syndrome de l'albatros, c'est-à-dire il y a toujours, toujours un apprivoisement réciproque avec la mort. Et beaucoup d'alpinistes, d'ailleurs, jouent beaucoup avec ça, malheureusement aussi, avec ce risque, ce danger. Ce risque mesuré, mais qui quelquefois... Qui est parfois, ils le savent, et la photo,
voilà, des grimpeurs libres. Exactement. Et là, vous avez choisi une photo là, qui interroge quand même. Hein. On se demande si c'est un montage ou pas, mais en tous les cas, ça donne le vertige. L'idée, oui, c'est ça, c'est de provoquer justement ces sentiments d'émotion derrière ça et de ce risque, de ce danger. Voilà. Et après, moi, je ne l'interprète pas. Je laisse vous laisser interpréter cette photo. Alors, justement, ces questions de dépendance au sport, ces questions qui peuvent mener finalement à des situations extrêmes qui sont finalement mauvaises pour la santé, qui désocialisantes. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des solutions pour... Alors, je vous ai amené une petite diapo sur laquelle, en fait, dans un accompagnement mental, dans une préparation mentale, oui, c'est cette notion de pleine conscience. Alors, on parle effectivement de méditation qui est vue parfois d'un côté un peu finalement rebutant parce qu'on est dans un côté, on va dire, pas religieux, mais vous voyez, sur ce versant... On est sur des questions spirituelles aussi. Spirituelles, voilà, mais qui peut pousser certaines personnes. Donc le côté européen a apporté cette notion de pleine conscience. Mais finalement, c'est tout à fait une recherche spirituelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pouvoir changer son système de croyance. Dire voilà, c'est cette notion un peu de transcendance sur nos pensées, nos émotions, nos sensations, qui sont des événements en fait transitoires. Je crois que c'est Bruno Latour que j'avais cité. Il parle finalement, votre vie, elle est comme un Scooby-Doo avec plusieurs fils de différentes couleurs qui viennent s'entremêler entre elles. Et la pratique sportive pourrait être un petit Scooby-Doo, par exemple jaune ou rouge, qui vient s'entremêler sur les autres. Mais il y en a d'autres aussi. Donc c'est très très important, justement, cette transcendance, de savoir où est la place de Scooby-Doo. S'il est tout seul, c'est pas un Scooby-Doo à la fin. Et donc, c'est vraiment changer son système de croyance, voilà, vraiment avoir un retour là-dessus. Et puis, développer après des habilités de pleine conscience, ça c'est plus difficile parce que c'est un vrai travail sur soi-même, sur l'auto-observation, sur l'acceptation et sur l'attention. Et on y reviendra dans des causeries quand on parlera du mental et notamment du cerveau. Et puis après, finalement, ancrer la pleine conscience, vraiment réduire l'écart entre l'intention et l'action. C'est-à-dire que soit vous êtes dans 3 stades, soit la rumination, soit vous ruminez, et posez-vous la question d'ailleurs, soit vous évitez, soit vous acceptez. Et en fait, on est plutôt dans le côté de l'acceptation, c'est-à-dire à un moment donné, on est capable aussi d'inhiber certains neurones, déconstruire certaines choses pour se dire on va repartir, je vais accepter en fait finalement. Mais là, c'est aussi presque, finalement, c'est des choses très philosophiques, d'actualité sur l'information. Mais vous, dans votre pratique de coach sportif, de préparateur physique, de compétiteur, on va dire, vous mettez en œuvre ce type de pratique, justement, pour décélérer, pour à un moment donné être capable d'anticiper et de mieux réguler son activité? C'est très important parce que sinon, on va justement dans ce phénomène de dépendance, puisque qu'est-ce qu'on va chercher finalement? Et la question de la causerie, elle est importante. C'est pourquoi, à un moment donné, vouloir se dépasser? Je vais poser la question, pourquoi vous faites de l'ultra-distance, par exemple? Pourquoi vous voulez vous dépasser? Sortir de sa zone de confort, ok. Voilà, on peut l'expliquer. Mais après, c'est vraiment se poser la question sans que moi, forcément, j'ai la réponse. Je la pose sans vouloir avoir la réponse. La réponse, il n'y a pas de réponse absolue, mais il faut se poser la question en tant que pratiquant. Exactement. Alors, je crois que comme à votre habitude, vous avez quelques ouvrages à nous présenter. Oui, alors le premier, c'est effectivement, on en a parlé sur la décélération, c'est aliénation et accélération d'Harmon Rosa. Moi, je vous le conseille vraiment dans les périodes dans lesquelles on vit, notamment sur l'accélération de l'information, la diminution du temps. Société de l'information, tout à fait, oui. Le temps se compresse. Un deuxième ouvrage qui paraît quand même important, et justement, on est sur le dépassement de soi, donc à redéfinir un peu Monique Atlan et Roger-Paul Roy sur le sens des limites, voir vraiment, et c'est un ouvrage intéressant parce que ça vous permet de voir le cadre. Quelles sont les limites, comment on les définit, etc., d'un point de vue philosophique et sociologique. Et puis enfin, un incontournable quand même, je pense qu'il faut le relire, même s'il n'est pas tout le temps facile à lire, mais qui revient toujours, c'est vraiment Canguilhem, sur Georges Canguilhem notamment, qui est décédé en 1995, et qui avait écrit sur le normal et le pathologique, où est la limite, où est la frontière. Et là, on est vraiment là-dessus, sur les limites, justement, où est le normal, où est le pathologique. Il y a toute une définition à retracer, parce que finalement, les concepts évoluent. Bien, écoutez Éric Lacroix, merci beaucoup pour ces recommandations de lecture.
C'est vrai que sur chaque causerie, vous nous recommandez des lectures. Donc il y a un certain nombre de livres qui s'accumulent maintenant sur nos bureaux. Mais dans ma bibliothèque aussi. Eh bien écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cette causerie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis peut-être nous dire ce que vous allez aborder là, dans l'épisode suivant. Alors, ça va justement faire le lien avec l'épisode suivant, ce qui est le lien social. Voilà. Et en fait, sur le désir mimétique et rivalité mimétique qu'on a vu un petit peu, mais qu'on va aborder un petit peu plus, et on va aller un peu plus loin dans cette volonté, finalement, d'aller sur le côté du lien social. Qu'est-ce qu'il nous apporte dans le sport. Merci Eric Lacroix, merci pour cette causerie extrêmement intéressante comme d'habitude. Et puis rendez-vous pour une prochaine causerie. Et bonne journée à toutes et tous.